Dans les jours qui ont suivi cette rencontre, quelque chose d'étrange a commencé à se produire au tribunal. Le docteur Renato Sampaio s'est mis à saluer Alzira tous les matins. Au début, elle détournait le regard, faisait semblant de ne pas entendre, essayait de se rendre encore plus invisible, une tâche impossible maintenant que quelqu'un avait brisé le charme. Mais il n'abandonnait pas. Il s'arrêtait dans le couloir où elle travaillait, la regardait avec cette expression sérieuse et respectueuse et disait seulement « Le droit d'exister en tant que personne, non en tant qu'ombre ». Qui était cette femme que le juge Sampaio saluait tous les jours avec tant de respect? Qu'avait-elle de si spécial? Pourquoi un juge connu pour sa sévérité et sa distance professionnelle traitait-il une femme de ménage comme si elle était quelqu'un d'important? Alzira sentait le poids des regards, la curiosité se transformant en suspicion, et elle savait, avec cette intuition douloureuse de qui a déjà tout perdu une fois, que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne découvre, avant que le passé ne refasse surface comme un cadavre qui refuse de rester enterré, et elle ne savait pas si elle pourrait y survivre à nouveau. Il l'étudiait, l'observait, confirmant quelque chose qu'il soupçonnait depuis longtemps, et chaque fois qu'elle détournait le regard, chaque fois qu'elle se recroquevillait devant lui, comme si elle essayait de disparaître, il en était plus certain. C'était la femme qu'il avait cherchée pendant des années. Il était connu comme un juge rigoureux mais juste, le genre d'homme qui étudiait chaque dossier avec une attention obsessionnelle, qui n'acceptait pas les injustices dans son tribunal, qui traitait les pauvres avec la même gravité que les puissants. Certains l'admiraient pour cela, et certains le haïssaient. Ses parents sont morts dans un accident de voiture quand il avait 8 ans. Il n'y avait pas de proche prêt à prendre en charge un garçon pauvre et traumatisé. Alors il a été confié au système, pour archiver, pour rendre les enfants invisibles jusqu'à ce qu'ils atteignent 18 ans et puissent être officiellement oubliés. Une propriété à São Bernardo, avec une clôture blanche et un jardin qui sentait le jasmin. C'était une visite d'évaluation, ont-ils dit. Ils envisagèrent de le transférer là, temporairement, en attendant de trouver une place permanente. Mais pendant ces 4 heures, une femme aux cheveux châtains et au sourire fatigué a fait quelque chose que personne n'avait fait auparavant. Elle l'a traité comme une personne. Elle a demandé son nom. Elle a demandé ce qu'il aimait. Elle s'est assise avec lui sur la véranda et lui a donné un morceau de gâteau de maïs encore chaud, lui disant qu'il était spécial, qu'il méritait de bonnes choses. Elle avait des yeux gentils, le genre d'yeux qui ne jugent pas, qui ne font que voir. Il était sur le balcon et lui a donné un morceau de gâteau de maïs encore chaud, disant qu'il était spécial, qu'il méritait de bonnes choses. Elle avait des yeux doux, le genre d'yeux qui ne jugent pas, qui se contentent de voir. Il a été placé peu après dans une grande institution de la capitale, un endroit froid où les enfants étaient des numéros et où les employés se contentaient de faire leurs heures. Mais cet après-midi-là est resté gravé dans sa mémoire comme la seule fois où quelqu'un lui a fait sentir qu'il comptait, comme la seule fois où quelqu'un l'a regardé et a vu non pas un problème à résoudre, mais un enfant qui méritait d'être aimé. Et quand Renato a demandé des semaines plus tard s'il était possible d'aller vivre à la ferme, on lui a juste dit que cet endroit n'était plus disponible. Aucune explication, aucun détail. Ce n'est que des années plus tard, lorsque Renato était déjà à la faculté de droit, finançant ses études avec des bourses et des emplois de nuit, qu'il a décidé d'enquêter. Il a cherché dans les archives publiques. Il a découvert qu'il y avait eu une ferme d'accueil informelle à São Bernardo, gérée par une femme nommée Alzira Monteiro, et il a découvert qu'elle avait été poursuivie, condamnée pour mauvais traitement et négligence, et que l'endroit avait été fermé. Mais quand Renato a lu le dossier, assis dans la bibliothèque juridique de l'université à 3 heures du matin, incapable de dormir après avoir trouvé ce fichier, quelque chose ne collait pas. Les accusations étaient vagues, les preuves étaient circonstancielles. Et plus important encore, il n'y avait pas un seul témoignage des enfants qui étaient passés par la ferme. Aucun enfant n'a été entendu. Aucune voix n'a été jugée suffisamment importante pour interrompre la machine judiciaire qui avait déjà rendu son verdict. Il l'a cherchée pendant des mois, mais elle avait complètement disparu. C'était comme si elle avait été effacée de l'existence. Et lui, occupé par la vie, finissant ses études, réussissant des concours, construisant sa carrière, a finalement mis de côté cette recherche, mais il n'a jamais oublié. Il n'a jamais cessé de se demander ce qui était arrivé à la femme
qui lui avait donné un morceau de gâteau et l'avait fait se sentir humain. Jusqu'à ce mardi pluvieux d'avril, quand il a vu une femme de ménage dans le couloir et que quelque chose dans ses yeux, cette façon spécifique de regarder le sol, de porter le poids du monde sur ses épaules, a réveillé un vieux souvenir. Et Renato a su. C'était un dossier physique, ancien, avec des pages jaunies par le temps et une fine couche de poussière que personne n'avait dérangée depuis plus de 2 décennies. La dénonciation anonyme qui avait tout déclenché affirmait que les enfants étaient maintenus dans des conditions insalubres et soumis à du travail forcé. Mais lorsque les assistants sociaux ont visité la ferme, leur propre rapport décrivait des chambres propres, des enfants bien nourris et des preuves d'une éducation de base fournie. Il y avait une contradiction flagrante entre la dénonciation et les faits observés. Plus étrange encore, la ferme a été vendue aux enchères judiciaires seulement 3 semaines après la condamnation, un délai absurdement court. Et l'acheteur était une entreprise immobilière appelée Construtora Vasconcelos and Filho, qui a démoli la maison en quelques jours et a construit un condominium résidentiel sur le terrain. Vasconcelos and Filho, qui avait démoli la maison en quelques jours et construit un complexe résidentiel sur le terrain. Je veux savoir qui en étaient les associés en 2002. Le même Sébastien Vasconcelos, qui avait été conseiller municipal à São Bernardo entre 1988 et 2004. Le même qui était maintenant un homme d'affaires influent, propriétaire d'une entreprise de construction dominant la moitié des projets immobiliers de la région métropolitaine. Le même qui, Renato le découvrirait plus tard, avait de profondes connexions politiques et la réputation de faire tout ce qui était nécessaire pour obtenir des terrains de valeur. Une note manuscrite, presque illisible, qui disait « La dénonciation est venue via le bureau du conseiller municipal, a priorisé. Quelqu'un qui avait vu une femme veuve, pauvre et vulnérable comme un obstacle facile à écarter. Une femme innocente avait été détruite pour qu'un homme puissant puisse tirer profit de son terrain. Et le système, ce même système que Renato servait maintenant, avait été complice. Cette fois, il appela une procureure qu'il connaissait, quelqu'un en qui il avait confiance. Je suis en train de corriger une erreur que le système a commise il y a 23 ans. Mais pendant que Renato préparait son enquête, quelque chose se passait qu'il ignorait encore, car Sébastien Vasconcelos, maintenant un homme de 71 ans, riche et puissant, avait des oreilles partout. Et lorsqu'une demande étrange d'anciens dossiers arriva au service des registres, posant des questions sur la Construtora Vasconcelos and Filho et une affaire de 2002, quelqu'un l'en informa. Le lendemain matin, Alzira arriva au tribunal comme toujours, à 6 heures du matin, lorsque le bâtiment était encore presque vide. Elle commença sa routine par le 3e étage, passant la serpillière dans les couloirs, vidant les poubelles, rangeant les salles d'audience, tout comme d'habitude. Mais lorsqu'elle arriva au bureau du docteur Renato, elle trouva la porte entrebâillée. Le bureau était vide, mais il y avait des papiers éparpillés sur la table, de vieux documents, des pages jaunies, et puis Alzira vit quelque chose qui fit presque s'arrêter son cœur. Elle recula d'un pas, comme si ces papiers pouvaient la brûler. Elle voulut fuir, s'enfuir en courant de cet endroit et ne jamais revenir. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, elle entendit des pas dans le couloir, lourds, pressés. Le docteur Renato entra dans le bureau, portant une boîte pleine d'autres dossiers. Quand il vit Alzira là, debout au milieu de la pièce, les yeux écarquillés fixant les documents sur la table, il se figea. Quand il vit Alzira là, debout au milieu de la pièce, les yeux écarquillés fixant les documents sur la table, il se figea. « Mais j'ai besoin que vous m'écoutiez. » Quand il la regarda à nouveau, ses yeux étaient remplis d'une émotion qu'Alzira ne parvenait pas à identifier. Alzira sentit les larmes monter, mais elle les refoula. Elle s'était promis, il y a longtemps, de ne plus jamais pleurer à cause de cela, de ne plus jamais laisser cette douleur l'emporter. « Mais moi, je me souviens de vous. Un après-midi d'hiver, il y a 37 ans, vous m'avez donné un morceau de gâteau de maïs et m'avez dit que j'étais spécial. » Elle regarda cet homme en costume et en toge, essayant de voir à travers les décennies, essayant de retrouver le visage d'un enfant qu'elle aurait peut-être connu. Mais ces heures ont changé ma vie, parce que c'était la première fois que quelqu'un me faisait sentir que je comptais. Elle se souvenait d'avoir fait du gâteau ce matin-là, de s'être assise avec lui sur la véranda pendant que Vicente travaillait à l'atelier. Elle se souvenait comment il avait dévoré le gâteau avec une faim qui allait au-delà du physique, une faim d'être vu,
d'être traité avec gentillesse. « Vous avez été la première personne à me traiter comme un être humain, » dit Renato, et maintenant il y avait des larmes dans ses propres yeux. « Et quand j'ai découvert, des années plus tard, que vous aviez été condamnée, détruite, je savais que quelque chose n'allait pas. Je le savais parce que j'étais là. J'ai vu qui vous étiez. J'ai perdu mon nom. » Alzira le regarda désespérée. « Pourquoi remuer tout ça? Pourquoi ne me laissez-vous pas tranquille? » C'est parce que les enfants méritent de savoir la vérité. Ils méritent de savoir que la femme qui les a aimés n'était pas une criminelle. C'était une héroïne. Après tant d'années passées cachées, être vue semblait impossible. Dangereux. Alzira regarda cet objet simple comme si c'était une grenade prête à exploser. Les mains tremblantes, elle la prit. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre, écrite à la main, avec une écriture soignée. Et elle commençait ainsi. Et elle commençait ainsi. « Il faut que vous sachiez que vous m'avez sauvé la vie. Quand tout le monde m'a abandonné, quand je n'avais personne, vous m'avez offert un foyer. Vous m'avez fait croire que j'avais de la valeur. Et j'ai grandi en portant cela avec moi. Aujourd'hui, je suis enseignante. Je travaille avec des enfants qui vivent ce que j'ai vécu. Et tout ce que je sais sur l'amour, sur le fait de prendre soin des autres, de voir la valeur de chaque vie, je l'ai appris de vous. S'il vous plaît, si cette lettre vous parvient, contactez-nous. Il y a d'autres enfants qui vous cherchent aussi. Nous voulons vous remercier. Nous voulons que vous sachiez que vous n'avez pas échoué. Vous nous avez sauvés. Avec un amour éternel, Mariana Santos, la petite fille qui faisait des cauchemars et à qui vous chantiez pour l'endormir. » Tous les pleurs qu'elle avait retenus pendant 23 ans, toute la douleur, toute la honte, toute la solitude. « Elle se souvient, » murmura Alzira, serrant la lettre contre sa poitrine. « Elle ne me déteste pas. » Alzira le regarda, ce garçon qui était devenu juge, qui avait transformé un après-midi de gentillesse en une vie dédiée à la justice. Et pour la première fois depuis des décennies, elle ressentit quelque chose qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. Le courage d'être vue. « Que dois-je faire ?» Et elle mène à quelqu'un de très puissant. Il raccrocha et regarda Alzira avec une nouvelle urgence dans les yeux. « C'est mon supérieur, » dit Renato, rangeant lentement son téléphone comme s'il calculait chacun de ses prochains mouvements. « Et c'est un ami personnel de Sebastião Vasconcelos, l'homme qui a acheté votre ferme il y a 23 ans. Parce qu'ils savaient tous deux ce que cela signifiait, quelqu'un avait découvert l'enquête. Et maintenant, avant même qu'ils ne commencent à lutter pour la justice, des forces puissantes étaient déjà en mouvement pour les enterrer. « Madame Alzira, » dit Renato prenant sa main fermement, « je dois y aller. Mais je promets que je n'abandonnerai pas, peu importe ce qu'ils diront, peu importe ce qu'ils menaceront. Je ne vous abandonnerai pas comme le système l'a fait. » Elle lui serra la main en retour, sentant pour la première fois qu'elle n'était peut-être pas seule dans cette bataille. Mais tandis que Renato sortait du bureau en direction de l'étage supérieur, où le juge l'attendait, aucun des deux ne savait que la conversation qui était sur le point d'avoir lieu n'était pas seulement un avertissement. Mais tandis que Renato quittait son bureau pour se diriger vers l'étage supérieur, où le juge l'attendait, aucun des deux ne savait que la conversation qui était sur le point d'avoir lieu n'était pas seulement un avertissement. Le bureau du juge Mauricio Fontana se trouvait au dernier étage du tribunal, un vaste espace avec des fenêtres offrant une vue imprenable sur toute la ville. C'était un lieu conçu pour impressionner, pour rappeler aux visiteurs les hiérarchies et le pouvoir. Renato y était allé quelques fois au fil des ans, toujours lors de réunions formelles, toujours en maintenant la distance professionnelle qu'exigeait sa fonction. Mauricio Fontana était assis derrière son bureau en acajou, les mains croisées sur une chemise fermée. Il avait la soixantaine, les cheveux complètement blancs, et cette posture de quelqu'un qui a passé des décennies à accumuler du pouvoir et à apprendre à l'utiliser. Mais il n'était pas seul. À côté du bureau, debout près de la fenêtre, se tenait un autre homme, grand, vêtu d'un costume gris parfaitement taillé, les cheveux argentés peignés en arrière. Ses yeux étaient froids, calculateurs. Et quand il regarda Renato, il y avait dans ce regard l'assurance absolue de quelqu'un qui n'avait jamais perdu une bataille, qui comptait vraiment. Il ferma la porte derrière lui et resta debout, refusant de montrer la moindre intimidation. « Voici Monsieur Sebastião Vasconcelos, homme d'affaires et collaborateur de longue date de ce district judiciaire. Ou plutôt, je connais la réputation du docteur, un juge exemplaire, dévoué, peut-être même excessivement dévoué. En quoi puis-je vous être utile ?»
Il m'est parvenu, dit Fontana, avec cette lenteur délibérée de celui qui choisit chaque mot, que vous avez requis de vieux dossiers, des affaires classées depuis plus de 2 décennies. Cela a soulevé quelques préoccupations. Je réexamine une affaire qui présente des irrégularités évidentes. Il est de mon devoir en tant que magistrat de veiller à ce que la justice ait été rendue de manière adéquate. Il y avait quelque chose de dangereux dans son calme. Jugement définitif, chose jugée. Vous savez comment ça marche, docteur. Certaines affaires doivent rester dans le passé. Le silence qui suivit fut tendu. Sébastien échangea un regard avec Fontana, puis il sourit. Ce n'était pas un sourire agréable. Cette ferme était située dans une zone stratégique. Elle était nécessaire au développement urbain de la région. Des emplois ont été créés, des familles ont été logées. Le progrès ne peut être arrêté par des sentiments. C'est ainsi que vous appelez la destruction de la vie d'une femme innocente? C'est ainsi que vous appelez la destruction de la vie d'une femme innocente? Renato sortit ce qu'il avait découvert, sachant que c'était risqué mais s'en moquant. Le juge Armando Costa, qui était membre du même club que vous, qui jouait au golf avec vous tous les dimanches, qui curieusement a pris sa retraite 6 mois après cette affaire et est allé travailler comme consultant pour... Laissez-moi voir. Ah oui, la Construtora Vasconcelos and Filho. Attention, docteur, dit Fontana en se levant de sa chaise. Ce sont des accusations graves. Des accusations sans fondement peuvent être interprétées comme de la diffamation. Elles peuvent ruiner des carrières. Elles peuvent... Est-ce qui vous effraie? Que quelqu'un examine enfin attentivement ce dossier et voit ce qu'il a réellement été. Une exécution orchestrée pour voler une propriété. Une femme pauvre et veuve, détruite parce qu'elle n'avait pas les moyens de se défendre. Vous êtes trop émotif, dit Sébastien avec ce dédain réservé à ceux qu'il considère inférieurs. Et l'émotion n'est pas compatible avec la magistrature. C'est ne pas protéger les puissants aux dépens des vulnérables. Permettez-moi d'être clair sur les conséquences. Si vous continuez cette enquête, je veillerai personnellement à ce que votre carrière prenne fin. J'ai des amis au Conseil national de la justice. J'ai des connexions que vous n'imaginez même pas. Et plus important encore, j'ai les ressources pour vous poursuivre, vous, le tribunal et quiconque tenterait de ternir ma réputation avec des mensonges vieux de plusieurs décennies. Avec des avocats qui coûtent plus cher que ce que vous gagnez en 1 an. Pendant que vous vous battez, je veillerai à ce que chacune de vos décisions soit révisée, chaque dossier remis en question, chaque pas analysé. Je ferai de votre vie professionnelle un enfer. Et quand j'en aurai fini avec vous, je m'en prendrai à cette femme de ménage. Je la poursuivrai pour diffamation. Je ferai en sorte qu'elle passe le reste de ses misérables jours à payer pour avoir tenté de me diffamer. Mais il se força à garder son calme, parce qu'il savait que perdre le contrôle maintenant reviendrait à donner à Sébastien exactement ce qu'il voulait, une excuse pour le détruire. Allez-vous permettre que des menaces soient proférées ouvertement dans votre bureau? Choisissez vos batailles. Toute injustice ne peut pas être corrigée. Toute erreur du passé ne mérite pas d'être revisitée. Parfois, le mieux que nous puissions faire est de passer à autre chose. Et laisser une femme innocente porter la culpabilité pour le reste de sa vie. Laisser des enfants croire que la seule personne qui les a aimés était une criminelle. C'est ce que vous appelez la justice? Et laisser une femme innocente porter le poids de la culpabilité pour le reste de sa vie. Laisser des enfants croire que la seule personne qui les a aimés était une criminelle. Est-ce cela que vous appelez la justice? Il comprit qu'il n'y avait pas de justice ici, seulement le pouvoir, seulement la protection de ceux qui avaient des ressources contre ceux qui n'avaient là rien, et prit alors la décision la plus dangereuse de sa carrière. Quand Renato retourna à son propre bureau, il trouva Alzira toujours là, assise sur la chaise tenant la lettre de Mariana. Elle leva les yeux à son entrée, et Renato savait que son expression devait en révéler plus que ce qu'il souhaitait. Demanda-t-elle, de cette petite voix de quelqu'un qui connaît déjà la réponse. Elle regardait ses propres mains, ses mains rugueuses à force de travail, et Renato pouvait voir la résignation s'installer, cette acceptation douloureuse que certaines batailles ne peuvent être gagnées. Des hommes comme lui, des hommes puissants, ils gagnent toujours. Mais il est peut-être préférable de laisser les choses telles qu'elles sont. Je ne veux pas que vous perdiez tout à cause de moi. Ils ont déjà détruit ma vie 1 fois. Je ne leur permettrai pas de détruire la vôtre aussi. Elle se leva, rangeant la lettre avec précaution dans la poche de son uniforme. Je pars. Je vais démissionner aujourd'hui.
Je vais dans une autre ville, recommencer à zéro. C'est ce que je sais faire. Survivre. Disparaître. Les autres aussi. Vous allez disparaître à nouveau? Les laisserez-vous sans réponse? Renato resta seul, sentant le poids de la défaite. Pour la première fois de sa carrière, il ne savait pas quoi faire. Il avait des preuves d'injustice, mais aucun pouvoir réel pour la corriger. Il avait la vérité, mais personne ne voulait l'entendre. Il avait la justice de son côté, mais le système était contre lui. Et puis son téléphone sonna. Des relevés de paiement. C'est à propos de Sébastien Vasconcelos et de ce juge que tu as mentionné, Armando Costa. Et il y a plus. Il y a d'autres affaires. D'autres terrains que Vasconcelos a obtenus de la même manière. D'autres personnes qui ont été détruites. D'autres terrains que Vasconcelos avait acquis de la même manière. D'autres personnes qui avaient été détruites. Mariana, est-ce suffisant pour ouvrir une enquête? D'autres juges, d'autres procureurs qui avaient également été réduits au silence ou menacés par Vasconcelos au fil des ans, commencèrent à parler. L'affaire de la propriété d'Alzira n'était que la pointe d'un iceberg de corruption qui s'étendait sur des décennies. Le juge d'appel Fontana fut suspendu et le procès d'Alzira Monteiro fut annulé pour fraude, jusqu'à ce qu'il reçoive un appel inattendu. Et j'ai vu les nouvelles sur tout ce que vous avez fait, sur la façon dont vous avez prouvé qu'elle était innocente. Il y eut une pause. Docteur, je sais où elle est. Alzira vivait dans une petite chambre simple à l'arrière d'une épicerie, travaillant à la caisse. Quand Renato arriva, accompagné de Mariana et de 3 autres personnes, Carlos, João et Béatrice, tous désormais adultes, tous se souvenant encore, elle balayait le trottoir devant le magasin. Elle les vit et se figea. Le balai lui échappa des mains. Et puis, dans un moment que Renato savait qu'il porterait en lui pour le reste de sa vie, ces 4 personnes, qui avaient été des enfants perdus et étaient maintenant des adultes sauvés, étreignirent la femme qui les avait aimés, quand personne d'autre ne l'avait fait. Elle pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis des décennies. Elle pleura de soulagement, de gratitude, d'amour, et entre les larmes, elle murmurait leurs noms, un par un, comme des prières. Votre nom a été blanchi, et Sébastien Vasconcelos paiera pour ce qu'il a fait. Et il y avait Alzira, vêtue d'une robe simple mais digne, entourée des enfants devenus adultes. Donna Alzira Monteiro, lut Renato d'une voix ferme mais émue. Au nom de la justice qui vous a fait défaut, nous vous demandons pardon. Vous n'étiez pas une criminelle. Vous étiez une héroïne, et c'est avec honneur que nous le reconnaissons aujourd'hui. Plus Renato d'une voix ferme mais émue. Au nom de la justice qui vous a fait défaut, nous vous demandons pardon. Vous n'étiez pas une criminelle. Vous étiez une héroïne, et c'est avec honneur que nous le reconnaissons aujourd'hui. Elle se contenta de regarder ce papier, ces mots qui lui rendèrent quelque chose qu'elle avait perdu il y a si longtemps, sa dignité. Et Renato, en voyant cette femme qui lui avait donné un morceau de gâteau un après-midi d'hiver et avait changé sa vie, sut qu'il avait fait le bon choix, même avec le risque, même avec la peur, même contre le pouvoir. Il s'agit de voir les invisibles. Il s'agit de donner une voix aux réduits au silence. Il s'agit de se souvenir que derrière chaque numéro de dossier se trouve une vie, une histoire, une personne qui mérite d'être traitée avec dignité. Non pas comme femme de ménage, mais comme bénévole dans une maison d'accueil pour enfants. Un endroit nouveau, légalisé, où elle pouvait enfin et pleinement faire ce qu'elle avait toujours fait de mieux, aimer les oubliés. Et chaque matin, lorsqu'elle arrivait au travail, il y avait toujours au moins un de ses enfants qui l'attendait pour la voir, pour prendre le café, pour discuter, pour se souvenir que l'amour qu'elle avait planté en eux continuait de croître, de se multiplier et de se propager pour toucher d'autres vies. Il lui apportait des cas difficiles, lui demandait des conseils, cherchait la sagesse de quelqu'un qui comprenait ce que c'était que d'être au fond du gouffre et de choisir de rester bon. Et lors d'une de ses visites, tandis qu'il prenait le café sur la véranda de la nouvelle maison d'accueil, si semblable à l'ancien domaine, Alzira le regarda et dit « Renato lui prit la main, cette main rugueuse d'avoir tant travaillé et tant aimé. Le garçon qui avait reçu de la bonté était devenu l'homme qui la lui rendait. Et la femme qui avait été détruite pour avoir fait ce qui était juste avait enfin été reconnue pour cela. Il s'agit de se souvenir que certaines vies, même lorsque forcées à l'invisibilité, portent une lumière qu'aucune injustice ne peut éteindre complètement. Et que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin pour continuer de briller est qu'une seule et unique personne s'arrête, regarde et prononce son nom.